Un jeune homme nommé Yefan volait dans le ciel lorsque des voix mécontentes l'interpellèrent. Derrière lui se tenaient 3 anciens. Yefan avait osé défier l'autorité du Dao céleste et avait tué 100 000 génies. Le jeune homme leva son épée, prêt à accepter le châtiment, tandis que la voix céleste se tenait à ses côtés. Il voulait être témoin de ses capacités. Soudain, un puissant éclair apparut. Yefan vola droit vers lui, et il sembla qu'un bouclier se forma autour de lui. La foudre le frappa. Plus tard, Yefan dormait dans un lit. À ce moment-là, des gens ont fait irruption dans sa chambre, essayant de le réveiller. Les gardes n'en revenaient tant n'est pas de son comportement, tandis que lui-même ne comprenait pas encore ce qui se passait. Yefan regarda autour de lui les yeux mi-clos, sans comprendre où il se trouvait, mais il se souvenait de sa défaite. Il pensait qu'il aurait dû mourir, et pourtant les gardes lui tenaient donc les mains dans le dos. Il fut contraint de s'agenouiller devant toute la famille, qui le considérait désormais comme une honte, et tous craignaient de devenir la risée des 3 autres grandes familles. À cet instant, il ne pensait qu'à ce qui s'était passé, supposant que son âme était descendue sur terre dans le corps de Yefan, un garçon gâté dont les brimades envers les faibles étaient des notoires. Le clan l'avait maintenant banni, l'accusant à tort d'avoir tenté de harceler une fille de la famille Surong, mais il était incapable de fournir la moindre explication. Le chef de la famille Yekang le désigna du doigt, exigeant qu'il avoue sa culpabilité. Son âme était celle d'un grand souverain immortel du royaume céleste supérieur, et il était venu dans ce monde par transmigration d'âme. Pourtant, dans ce corps, il n'avait aucun moyen de leur résister. Tout le monde lui criait dessus, lui ordonnant de répondre au chef de famille. Yekang considéra cela comme une violation des règles, même s'il avait été averti à plusieurs reprises, et il fut donc immédiatement expulsé de la famille. La famille Mutong exultait de joie, tandis que la jeune fille n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Yefan ne bougea pas, alors les gardes se précipitèrent sur lui pour le traîner dehors. À ce moment-là, ses yeux s'illuminèrent tant soudain et des flammes apparurent autour de lui. Il sentait que même dans ce corps affaibli, il pouvait libérer un peu de son aura. Grâce à sa puissance, il força les gardes à s'agenouiller. Toute la famille a assisté, impuissante, à la scène où les gardes tremblaient devant Yefan, sous le choc. Les hommes se mirent à trembler de peur, incapables de comprendre ce qui se passait. Yefan commença à partir, enfilant sa veste et promettant de se venger plus tard. Il descendit la rue, prenant conscience de la réalité du monde terrestre. L'énergie spirituelle y était ténue et totalement différente de celle du royaume céleste supérieur. Il était attristé de constater que la culture dans ce monde n'était pas si simple. À ce moment-là, il aperçut derrière lui une lueur familière, comme l'aura d'une pierre spirituelle. Yefan se retourna aussitôt et remarqua une jeune fille portant une pierre spirituelle. Il a immédiatement senti que son identité dans ce monde savait qui elle était. Il s'approcha d'elle en rappelant son nom, Mu Luoluo, mais son expression trahissait son mécontentement. Luoluo reconnut immédiatement Yefan. Elle était elle-même fille de la famille Mu, l'une des 4 grandes familles. Il s'avéra qu'elle l'avait été conduite à maintes reprises, mais il persistait à la courtiser. D'après ses souvenirs, Luoluo était la seule fille qui ait véritablement attiré Yefan. Yefan a précisé qu'il ne le souhaitait absolument pas et a montré les pierres qu'elle portait au cou. Luoluo refusa immédiatement et commença à s'éloigner. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit facile. Aussi avait-il l'intention de la suivre pour le bien de la pierre. Plus tard, Yefan, appuyé contre un arbre, fut surpris de voir un grand souverain immortel du royaume céleste supérieur s'intéresser de près à une jeune fille. Heureusement, il ressentait déjà un peu d'énergie spirituelle et décida de tenter de la cultiver. Il se souvenait parfaitement des techniques de cultivation de sa vie antérieure. Grâce aux arts immortels qu'il portait en son cœur, n'importe quel lieu pouvait devenir fertile. Même si l'énergie spirituelle de la terre était insuffisante, Yefan comptait bien l'exploiter au maximum. Yefan prit la position du lotus, essayant de se défaire de son ego et de rassembler son essence en une seule, afin de pouvoir puiser dans la puissance des montagnes et des rivières. L'énergie s'est accumulée autour de lui et a jailli en de brillants éclairs. Il trouvait amusant de recommencer à zéro le chemin de la cultivation dans un monde nouveau. Il avait atteint le premier stade du perfectionnement corporel et pensait avoir déjà surpassé la plupart des maîtres de la terre. À ce moment-là, Yefan entendit des cris de détresse. Luoluo s'était retrouvée coincée par des gardes dans une ruelle étrange, mais elle ne comprenait pas ce qu'ils voulaient. Les hommes sourirent en coin, ne s'attendant pas à ce que la fille de la famille Mu soit aussi resplendissante que le prétendaient les rumeurs. Elle était choquée qu'ils connaissent son identité, et pourtant ils continuaient à se comporter de manière grossière, même si de tels agissements allaient attirer sur eux la colère des 4 grandes familles. L'un d'eux expliqua que la famille Mu avait offensé un certain seigneur et que la fin de Luoluo était donc proche. À ce moment-là, elle aperçut Yefan du coin de l'œil et lui demanda son aide, mais il se souvint de la façon dont elle l'avait repoussé. Alors il n'y songea même pas. Luoluo le supplia de l'aider, promettant de tout faire.
Ye Fan sourit, scellant leur accord. Il ordonna aux gardes de la relâcher et de partir, les menaçant de mort. Ils se mirent à rire de lui, pensant qu'il faisait semblant d'être un prince sur un cheval blanc. L'un d'eux s'est jeté sur Ye Fan, un katana à la main. Ye Fan a simplement attrapé la longue lame avec 2 doigts. Il la regarda, réalisant qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Avec ses mêmes 2 doigts, il brisa le katana en 2. D'un simple geste de la main, il leur trancha la gorge et poursuivit son chemin. L'autre garde recula de peur, tandis que Luo Luo fut agréablement surpris par sa puissance. Il se tenait devant eux, des corps sans vie gisèrent derrière lui. Le garde ne comprenait pas qui il était. Mais il ne reçut aucune réponse, car un morceau de bois lui vola droit au visage. Ye Fan espérait que, selon les lois de ce monde, cela pourrait être considéré comme de la légitime défense. Il s'approcha de Luo Luo, qui était assis par terre, indiquant que tout était réglé. Il lui a rappelé sa promesse de tout faire et a dit qu'il souhaitait percevoir sa récompense dès maintenant. Luo Luo rougit, pensant qu'il voulait une relation avec elle. Mais elle craignait de ne pas pouvoir tout lui donner, car Ye Fan tendait déjà la main vers elle. Elle a paniqué lorsqu'il lui a soudainement arraché le collier du cou. Mais lorsqu'elle vit ce qu'il avait pris, elle resta figée de stupeur. Ye Fan lui rappela sa demande de plus tôt dans la matinée, souriant tout en prenant ce dont il avait besoin. Luo Luo serra le poing de colère, furieuse qu'il l'ait trompée. Elle continuait de bouillonner de rage au sol tandis que Ye Fan faisait déjà ses adieux. Il contempla le collier qu'il tenait entre ses mains. La pierre spirituelle s'avérait encore meilleure que prévu. Elle suffirait non seulement pour l'absorption, mais aussi pour la confection de plusieurs pilules. 2 jours complets s'écoulèrent. Il arriva à l'université de Michi. Ye Fan se tenait sur la place, sous le drapeau rouge, faisant la publicité de chapelets bouddhistes bénis censés porter chance et protéger des catastrophes. Tout le monde fut choqué de voir le fils de la famille Ye se livrer au commerce, mais des rumeurs circulaient déjà sur la façon dont il avait été expulsé. Une foule d'adolescents se moquait de lui, mais il ne pouvait désormais compter que sur lui-même, et il n'y avait personne ici qui appréciait les produits de haute qualité. Il pensait pouvoir en produire davantage, mais son corps était trop faible et avait absorbé presque toute l'énergie spirituelle de la pierre, ne lui permettant que de fabriquer à peine 3 pilules d'immortalité. Il pourrait les vendre pour ne plus avoir à se soucier de nourriture et de vêtements. À ce moment-là, une voix se fit entendre tout près, celle de quelqu'un qui voulait sincèrement acheter toutes ces perles. C'était Luo Luo. Chaque perle coûtait 100 000, et il y en avait 3 au total. Ye Fan lui réclama donc 300 000, bien qu'il fût disposé à lui accorder une réduction de 100 000. Luo Luo lui tendit 300 000 roupies, en lui disant de garder la monnaie. Ye Fan la remercia chaleureusement. Il lui prit le chèque des mains. Luo Luo commença à parler de sa famille et décida d'ajouter quelques centaines de milliers de livres sterling, proposant de l'embaucher comme garde du corps personnel. Il lui arracha le chèque des mains. Ye Fan a refusé son offre. Luo Luo partit, furieuse de son refus, car elle avait simplement voulu l'aider. Il l'interpella soudain, lui conseillant de sortir moins souvent. La jeune fille se sentit mal à l'aise, se demandant s'il savait quelque chose. À ce moment-là, Ye Fan était déjà partie. Elle était assise dans la voiture, et son garde du corps ne comprenait pas pourquoi elle dépensait autant d'argent pour un chapelet bouddhiste. Mais Luo Luo connaissait des génies qui cachaient tant leur intelligence et soupçonnait que Ye Fan était l'un d'eux. À ce moment-là, un monstre terrifiant apparut à l'extérieur de la fenêtre, souriant à la fille de la famille Mu. La vitre vola en éclats soudainement et Luo Luo ordonna à tout le monde de courir. À ce moment-là, la voiture a explosé. Une roue a été arrachée. Il ne restait de la voiture qu'une épave complètement aplatie. Luo Luo pleurait, mais elle ouvrit les yeux pour regarder autour d'elle. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était complètement indemne, mais qu'un bouclier inconnu s'était formé autour d'elle. L'une des perles bouddhistes s'était effritée. Luo Luo réalisa qu'il lui avait sauvé la vie. À ce moment-là, Ye Fan éternua. Il s'est rendu compte que quelqu'un pensait à lui, ce qui a commencé à l'agacer. Soudain, quelqu'un lui attrapa l'oreille et il fut choqué. Il s'est avéré que c'était son cousin aîné qui n'avait pas compris ce qu'il avait manigancé. Ye Fan lui a demandé de lâcher son oreille, mais il savait combien il avait la malchance de tomber sur sa cousine Ye Mei. Elle eut un sourire narquois, ayant déjà entendu parler du chaos qu'il avait provoqué. Il la craignait car elle traitait l'inutile, Ye Fan, avec beaucoup trop de bienveillance. Il sourit, essayant d'expliquer que les choses n'étaient là pas réellement telles qu'elles paraissaient. Ye Mei savait parfaitement tout, mais les affaires de la famille Yu étaient dit compliquées, et elle pensait qu'il était devenu la cible de quelqu'un. Ye Fan sourit sincèrement à sa sœur. Elle était la seule personne à lui faire entièrement confiance. La jeune fille lui saisit soudain la main, se rappelant qu'il allait désormais devoir se débrouiller seul. Ils arrivèrent au gymnase de Taekwondo Jingwu. Ye Mei a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, il y travaillerait et que la salle de sport appartenait à sa meilleure amie, Li Shangwen. Elle avait initialement souhaité régler les problèmes au sein de son entreprise afin de pouvoir lui trouver un meilleur emploi.
Yémé se tourna vers son ami, laissant son frère sous sa garde. Le jeune homme lui passa aussitôt un bras autour des épaules, se préparant à lui faire visiter la salle de sport. 2 heures entières s'étaient écoulées, et Yéfan n'arrivait pas à croire qu'il travaillait désormais dans une salle de taekwondo. Il a surpris des conversations entre les entraîneurs et les élèves, mais elles ne semblaient pas professionnelles car leurs enseignements contredisaient clairement les principes fondamentaux. Yéfan s'approcha de lui et lui expliqua que sa posture était totalement erronée car, selon la théorie des arts martiaux chinois, elle bloquait la circulation du qi et du sang dans le corps. L'homme sourit, sans comprendre qui il pensait être, car il s'agissait d'une salle de taekwondo ordinaire, et non d'une salle d'arts martiaux traditionnelle. Yefanan arriva à une conclusion et décida de tout demander au conseil. L'entraîneur ne voulait pas s'attarder à parler, et a immédiatement tenté de lui donner un coup de pied. Mais Yéfan a facilement attrapé sa jambe, car la posture de l'entraîneur était incorrecte et le bas de son corps instable. Bien que le coup paraisse féroce, il était dépourvu de puissance. Il a expliqué que la force devait être utilisée à bon escient pour soulever des objets lourds et a montré comment procéder. Yéfan a brusquement projeté l'entraîneur contre le mur. Il ne parvint qu'à émettre une toux stridente. L'homme sourit, réalisant qu'il manquait simplement de connaissances en arts martiaux chinois, et lui conseilla donc de se comporter correctement la prochaine fois. Tous les présents dans la salle observèrent la scène avec admiration et stupéfaction. Ils n'arrivaient pas à croire que quelqu'un puisse battre l'entraîneur. À ce moment-là, il a été interpellé. Le jeune homme tomba à genoux, suppliant le génie de l'accepter comme élève. Yéfan lui ordonna de se relever et lui rappela que son coup n'était qu'une technique de base d'utilisation de la force dans les arts martiaux et qu'il ne pouvait pas être pris pour un expert pour autant. Le garçon sourit largement, convaincu qu'il avait raison. Il ignorait tout, mais il désirait sincèrement apprendre les arts martiaux. Yéfan le regarda et réfléchit. L'homme avait un corps très faible, mais une énergie intérieure subtile se dégageait de lui. Il supposait que le garçon pratiquait des techniques de respiration, mais il n'en savait rien. Il n'avait réussi qu'à pratiquer des techniques familiales primitives transmises de génération en génération, mais l'entraîneur les jugeait inutiles. Le garçon décida aussitôt de l'inviter chez lui pour le présenter. La famille Han était un clan noble et distingué, et il promit de bien l'accueillir. Yéfan se demandait quel genre de famille simple permettrait à un enfant de développer son énergie intérieure. Ils quittèrent rapidement la pièce ensemble. L'entraîneur se releva péniblement du sol et le regarda avec colère. Plus tard, ils arrivèrent chez la famille Han. Yéfan a demandé à ce qu'on ne l'appelle pas « non-maître », car ce surnom lui paraissait étrange. Le garçon présenta le maître à son arrière-grand-père Han Chuan, chef de famille, qui lui avait enseigné cette technique. Yéfan exprima immédiatement son respect à l'aîné Han. Le vieil homme se frotta la barbe, pensif. Il sauta rapidement du sol et se précipita vers Yéfan. Ils entrechoquèrent rapidement leurs poings, et une énergie spirituelle émana d'eux. Le garçon hurla, ne comprenant pas ce que son arrière-grand-père était en train de préparer. Mais il voulait seulement tester la force de son maître. Yéfan fut surpris de voir à quel point le vieil homme était énergique pour son âge. Le vieil homme ne s'attendait pas à rencontrer un héros parmi les jeunes. Il était heureux que son plus jeune fils ait fait le bon choix. Il commença à l'interroger sur ses connaissances, car rares étaient en ceux qui pouvaient le contrer son coup. À ce moment-là, il se sentit mal à l'aise, et soudain le vieil homme se mit à cracher du sang. Le garçon l'attrapa par derrière, réalisant que la maladie de son arrière-grand-père s'était à nouveau manifestée, et exigea qu'il appelle le docteur Yan. Derrière eux, on entendit la voix mystérieuse du médecin, venu de toute façon pour une visite prévue. Il comprit que le chef de famille possédait une grande vertu et une grande gloire, car son QI demeurait intact. Yéfan se tourna pour le regarder. Mais j'avais le sentiment que quelque chose clochait chez ce médecin. Ils entrèrent dans la maison, dans la chambre du chef. Le garçon fut surpris de la rapidité avec laquelle le docteur Yang arriva pour sauver son arrière-grand-père. Le médecin lui demanda de se calmer, ne voulant pas que le chef de famille tombe malade. Il pressentait que le vieil homme avait été empoisonné, et il allait utiliser toute son énergie pour le sauver. Il posa sa main sur sa poitrine, concentrant son énergie. Grand-père se mit à tousser fortement. Le docteur Yang continuait de sourire. Yéfan lui saisit brusquement la main, sans comprendre comment cela pourrait l'aider contre le poison. Il savait que le médecin ne faisait que drainer la vie du vieil homme. Le médecin repoussa sa main d'un geste brusque, ne comprenant pas comment un gamin pouvait oser l'importuner. Yéfan n'était pas si facile à tromper, alors il lui a ordonné de s'arrêter, sinon personne ne pourrait aider le vieux Han. À ce moment-là, le garçon appela son arrière-grand-père, ayant remarqué quelque chose. Il s'est réveillé en toussant encore. L'arrière-grand-père serra les dents, réalisant que le problème venait du médecin depuis le début. Il entra dans une rage folle, réalisant que cet homme avait tout gâché pour lui et le menaçait. Yéfan a immédiatement réagi à son attaque, et ils se sont attaqués simultanément à la poitrine. Le vieil homme le toucha de la paume de sa main.
lui ordonnant de payer cela de sa vie. Mais Ye Fan reconnut immédiatement le poison qui corrodait les os et considéra la technique comme obsolète puisqu'elle ne fonctionnerait pas sur lui. Le vieil homme se mit soudain à cracher du sang sans comprendre comment cela était possible. Ye Fan comprit qu'il avait affaire à un imposteur qui volait la vie des autres en leur proposant de soigner leur rupture d'organes s'il était réellement un guérisseur. Le garçon se mit à supplier pour sauver son arrière-grand-père. Il lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car le problème résidait uniquement dans le poison. Ye Fan pouvait éliminer l'énergie spirituelle toxique afin que le vieil homme puisse être guéri. Il décida de canaliser l'énergie spirituelle de son Dantian. Et si elle traverse les 5 éléments et les 5 organes internes, elle sera absorbée par le corps et, grâce à la cultivation, le grand-père pourra se rétablir rapidement. Plus tard, le garçon accourut joyeusement, attendant que son arrière-grand-père aille mieux. Il sentit son état s'améliorer, car il ne s'était pas senti aussi bien depuis longtemps. Il demanda à son petit-fils de ne pas pleurer, car il avait fait entrer un grand bienfaiteur dans la maison. L'arrière-grand-père a sincèrement remercié Ye Fan d'avoir guéri la maladie qui avait ravagé la famille Han pendant des siècles. Ye Fan a reconnu que la maladie n'est pas si difficile à soigner et a admis avoir lu des informations à ce sujet l'année dernière. L'arrière-grand-père s'inquiétait autrefois de savoir s'il était digne d'être maître Fang Han, mais maintenant il réalisait qu'il était aveugle. Il demanda à Ye Fan de le suivre. Il voulait lui offrir le plus grand trésor de la famille Han en remerciement de lui avoir sauvé la vie et en paiement des études de son petit-fils. Ils arrivèrent à la plantation de la famille Han. On y trouvait l'herbe de flamme rouge que les Han cultivaient secrètement depuis des générations. C'était l'une des meilleures herbes spirituelles de toute la province, idéale pour purifier l'énergie spirituelle ou confectionner des pilules et en décupler les effets. Ye Fan en déduisit que la famille Han était composée de cultivateurs, car ils pratiquaient la technique de respiration familiale depuis des générations et cultivaient des herbes spirituelles. Leur influence ayant décliné et n'ayant plus l'énergie nécessaire pour cultiver l'immortalité, son petit-fils, Han Fang, eut la grande chance de le rencontrer. L'ensemble du jardin d'herbes, à la flamme rouge et la maison familiale étaient entièrement à la disposition de Ye Fan. Il remercia l'aîné Han pour ce don, car il cherchait simplement un endroit où loger. Il n'avait d'autre choix que d'accepter Han Feng comme disciple. Le vieil homme rit à ses blagues et était prêt à le recommander si l'on avait besoin d'argent. Ils arrivèrent ensuite à Mishi, une arène souterraine creusée dans la montagne. Ye Fan doutait qu'on puisse faire fortune ici, mais l'arène était l'une des meilleures de la province de Xiwa. On pouvait facilement y vendre des pierres brutes de grande qualité pour des dizaines de millions. Han Feng a demandé à Ye Fan s'il avait déjà participé à des ventes aux enchères, proposant de lui expliquer tous les détails, plus en détail, mais ce n'était pas nécessaire. L'hôte a exhorté les participants à se décider, car les pierres posées sur la table seraient bientôt mises aux enchères. Il a expliqué qu'il s'agissait des plus belles pierres spirituelles, ornées de mousse noire. Il a expliqué que seuls les experts savaient comment augmenter les chances de présence de verdure. Ye Fan l'interrompit, commençant à énumérer les lois célestes, les lois terrestres, spirituelles, le yin et le yang qui façonnent l'essence et l'esprit de l'eau qui révèle la forme. Il continua à marmonner, distrayant l'orateur. Il commença à activer l'œil divin et des éclairs jaillirent de ses yeux. Ye Fan n'était pas un expert en enchères, mais il connaissait une astuce qui lui permettait de percer à jour les intentions du maître des ventes. Han Fang, quant à lui, ne comprenait pas où le maître voulait en venir avant le début de la vente. Il commença à examiner la poignée de pierre. Ye Fan a remarqué quelque chose. Il s'est approché du présentateur et lui a demandé le prix de cette pierre. Le type a dit que la pierre ressemblait à une carapace de tortue et que c'était un déchet dont il était difficile de tirer quelque chose de bon. Ye Fan souhaitait l'acheter spécifiquement et en a demandé le prix. L'hôte ne comprenait pas pourquoi il n'écoutait pas ses conseils et proposa de la vendre 200, soit le prix d'une tortue à carapace molle au marché. L'assistance rit de sa plaisanterie. Han Feng ne comprenait pas vraiment ce que le maître voulait dire lorsqu'il déconseillait de ramasser toutes sortes de déchets. Ye Fan lui a montré comment l'énergie s'éveille dans la pierre sans la considérer comme un déchet. Lorsque la pierre s'est fendue, un minerai d'un vert éclatant est apparu derrière elle. Han Feng poussa un cri de surprise agréable, ce qui fit soudainement verdir la pierre et tourna le dos à toute la foule. Ye Fan sourit, leur faisant gagner du temps dans le traitement de la pierre, car il avait l'intention de la payer. À ce moment précis, les portes du savoir qui se trouvaient à proximité s'ouvrirent soudainement, et quelqu'un cherchait Ye Fan. La jeune fille avait crié, l'avertissant d'un problème dans la salle de taekwondo. Ils sont arrivés au gymnase Jingwu. Ye Fan essaya de comprendre ce qui s'était passé et qui se tenait devant eux. Les gars lui ont parlé de quelques talents locaux venus à la salle de sport et qui voulaient défier Ye Fan, et ils ont proposé de représenter leur salle et de les affronter. Han Feng commença à s'inquiéter, car ces personnes étaient connues pour être des brutes dans les cercles de taekwondo. Il désigna le chef qui s'appelait Murong Sanmu.
Murong a remporté le championnat provincial de taekwondo de Siewat. Yefan savait que s'il battait cet adversaire, il deviendrait numéro 1 de la province. Le vieil homme se mit en colère, estimant que le garçon se surestimait en demandant à frère Murong de s'occuper de lui. Le garçon demanda au maître de ne pas se précipiter, pensant que Yefan ne serait pas en mesure d'échanger des techniques avec lui. Son ami était d'accord avec lui. Il était inutile de gaspiller son énergie, considérant Yefan comme un bon à rien qui ne pourrait même pas encaisser 3 coups. L'un d'eux s'avança, l'invitant à attaquer. Yefan ne souhaitait pas s'en mêler, mais il décida de régler les choses une fois pour toutes aujourd'hui, en essayant de ne pas créer davantage de problèmes à la salle de sport de l'ami de sa sœur. Il se présenta respectueusement et leur demanda leur nom en retour. L'homme s'est immédiatement jeté sur lui, poings en avant, ne voulant pas perdre de temps. Yefan lui saisit brusquement la main, lui rappelant qu'il essayait de régler cela pacifiquement. Il lui a donné un coup de pied dans le ventre. Yefan repoussa le combattant et se dirigea droit vers le maître. Le vieil homme ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il eut un sourire narquois, sachant que l'entraîneur n'avait pas été assez ferme la dernière fois et qu'il allait le forcer à obéir cette fois-ci. Le vieil homme tenta de le frapper, mais Yefan l'esquiva habilement. Yefan l'attrapa soudain par le col, et il le souleva dans les airs. Il ne l'a pas jeté hors de la salle uniquement à cause de sa sœur. Le vieil homme n'arrivait pas à croire qu'un homme aussi frêle puisse posséder une telle force. Il tenta de le frapper à nouveau, mais Yefan arrêta facilement son pied. Il décida finalement de lui donner une leçon, puisqu'il refusait d'adopter un comportement approprié. À ce moment précis, Yefan pressentait une attaque imminente du côté gauche, et il réussit à prendre le vieil homme à part. Il comprit que Mutang voulait frapper par derrière. L'homme est resté figé, sous le choc, mais il frappa rapidement le vieil homme en plein dos. En conséquence, Yefan et lui furent projetés contre le mur. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils frappent ensemble, mais ils n'avaient pas l'air de camarades. Mutang insistait pour enfin combattre ensemble, mais Yefan n'y voyait aucun intérêt. L'homme ne voulait pas bavarder, et s'était déjà précipité dans la bataille. Yefan esquiva son coup de poing, qui laissa une marque sur le mur, et remarqua que ses muscles et ses os étaient effectivement sculptés à la perfection. Il commença à le frapper du bout des doigts, sur le corps, démontrant ainsi que Mutang manquait de technique et d'expérience. Le garçon frappa, furieux des insultes qu'il avait reçues. Mais à ce moment-là, son corps se mit à trembler. Il ne comprenait pas ce qu'il lui faisait. Il lui a présenté la technique du triple nuage d'immortalité. Et il expliqua que ses points d'acupuncture étaient désormais fermés. Le temps passa. Yefan consulta la carte, se disant que ce voyage en valait la peine, car il devait y avoir là-bas des herbes spirituelles de niveau supérieur. Han Fong reprit confiance et décida de passer chez lui pour récupérer ses affaires et repartir dans quelques jours. Mais Yefan lui saisit la main, ne comprenant pas pourquoi il tardait autant. Il attirait le type, se dirigeant droit vers sa destination. Yefan sauta soudainement en l'air, emportant le jeune homme avec lui. Ils volèrent à très haute altitude, juste au-dessus de la ville, qui était parfaitement visible. Han Fong bégaya de peur, rappelant que la vallée de Hengshui était à 100 km de là. Il a atterri brutalement sur le toit, laissant tomber l'homme. Han Fong était contrarié que le maître ne se soucie absolument pas de ses sentiments. Mais à ce moment-là, il réalisa que les capacités de Yefan dépassaient même la première étape de la transformation corporelle, puisqu'il avait facilement sauté sur un bâtiment situé à plusieurs kilomètres de là en quelques secondes. Yefan l'aida à se relever après que le garçon se soit reposé après le vol. Il reprit aussitôt sa main. Mais avant même que Han Fong puisse comprendre quoi que ce soit, Yefan s'éleva de nouveau dans les airs. Ensemble, ils volèrent au-dessus des bâtiments. Ils arrivèrent finalement dans la vallée de Hengshui, après avoir parcouru 100 km d'un seul bond. Yefan lui conseilla de s'entraîner davantage, afin de pouvoir rivaliser avec le grand seigneur immortel. Il sentait clairement que cet endroit était proche d'un centre d'énergie spirituelle, mais pour une raison inconnue, il était terriblement instable. Yefan commença à s'éloigner tandis que Han Fong tentait de le rattraper. Il commença à examiner les plantes, qui semblaient vitales et vigoureuses, mais elles n'étaient pas spirituelles. Il fallait donc trouver une autre source d'énergie. À ce moment-là, un bruissement soudain se fit entendre dans les buissons. Yefan cria, avertissant Han Fong du danger. Un énorme serpent l'enroula autour de lui, le retenant de son corps. Yefan retroussa ses manches, comprenant désormais qui émettait une telle énergie spirituelle. Han Fong hurla, sentant qu'il n'était plus qu'à quelques pas de la mort. Il lui ordonna de ne pas paniquer et de mieux se concentrer sur la circulation de l'énergie et les techniques de respiration qu'on lui avait enseignées. Han Fong ferma les yeux et commença à se concentrer sur la technique. Il comprenait désormais l'utilité de cette technique, car la pression du python ne l'affectait plus. Le serpent ouvrit son énorme gueule, juste au-dessus de lui. Yefan se jeta sur elle, sans comprendre pourquoi elle chassait les gens. Il lui a donné un violent coup de pied, en plein visage. C'est pourquoi elle lâcha Han Fong et il se retrouva en l'air. Il atterrit au sol et ils regardèrent tous les deux le monstre. Le serpent prit une inspiration et continua de siffler.
Yefan lui ordonna de reconnaître son adversaire et se plaça juste devant elle. Il a réussi à sauter adroitement par-dessus sa morsure. Il lui apparut alors clairement que la vallée de Hengshui n'était pas un endroit ordinaire, puisque de tels monstres féroces y poussaient entre. Il a sauté de son corps lorsque le serpent a tenté de le mordre. Han Fen était ravi de la technique de respiration. Yefan conseillait toujours de pratiquer quotidiennement afin d'intégrer le souffle de l'énergie spirituelle à chaque respiration. Il était encore surpris d'apprendre que la famille Han était composée de cultivateurs. Bien que Han Fen fût impulsif, il assimilait rapidement les informations. Yeovan regarda le corps du serpent gisant au sol. Il sourit, réalisant qu'avec l'aide de cette bête, il serait capable d'accroître leur niveau de cultivation. Han Fen devina qu'il s'agissait du lézard des 5 éléments d'après les archives familiales. Yefan ne s'attendait pas à reconnaître ce serpent, mais dans tout Mishi, il était le seul à l'appeler ainsi. C'était la bête spirituelle de la vallée de Hengshui, réputée pour absorber l'énergie de la terre et du ciel depuis un siècle. Nombreux étaient les cultivateurs qui avaient tenté de la vaincre, mais tous avaient en fini en pâture à Yefan. On comprenait maintenant pourquoi cette énergie était si puissante. Une bête ordinaire ne pouvait pas atteindre un tel niveau de développement. Il a immédiatement commencé le nettoyage. Des lueurs commencèrent à apparaître sous les écailles du serpent. Yefan commença à accomplir un rituel complet en position du lotus. Il a fait cela pour créer le yin et le yang. Han Fen observait la scène avec tension, tandis que Yefan était enveloppé d'énergie. Il demanda que ses dernières volontés soient exaucées et ouvrit soudain les yeux. Ses doigts s'étaient pointés vers l'avant lorsqu'il donna l'ordre. Un immense rayon de lumière apparut dans le ciel. Un des inconnus a remarqué ce faisceau, et le QI lui semblait trop puissant. L'homme s'est immédiatement précipité vers le faisceau, supposant que quelqu'un cultivait la terre dans les montagnes. Une pile de papier couvert de hiéroglyphes volait devant lui. Yefanlé attrapa tous dans sa main et termina sa tâche. C'étaient des talismans qui augmenteraient considérablement la puissance de combat. Han Fen ne comprenait pas vraiment à quoi ils servaient, car même le marché noir ne vendait pas de talismans aussi puissants. Yefan lui montra un talisman d'une puissance immense qui confère une force incroyable pendant un court laps de temps. Il existait également des talismans Vajra qui permettaient le mouvement qu'il perfectionna grâce à l'énergie spirituelle du lézard. Il en laissa une partie à Han Fang, qui n'était plus qu'à un pas du royaume de la grande transformation corporelle. Han Fang n'arrivait pas à croire qu'il possédait de telles capacités avant même d'atteindre ce niveau. À ce moment-là, une idée lui vint. Han Fen lui suggéra d'aller vérifier l'endroit où était apparu le lézard des 5 éléments. Il se souvenait vaguement du lieu décrit dans le livre, et le lézard était censé garder le jardin spirituel. Yefan estima qu'après l'avoir vaincu, tous les objets spirituels devraient leur appartenir. Il ne s'attendait pas à ce que Han Fen soit aussi érudit. À ce moment-là, ils entendirent de nouveau un bruit inconnu. Yefan réalisa immédiatement qu'il y avait quelqu'un parmi les arbres, et Han Fang comprit que le son provenait du bon endroit. Ils ont pris l'avion tous les deux pour tout vérifier. Yefan atterrit prudemment parmi les arbres. Une tablette couverte de hiéroglyphes est apparue parmi les arbres. Han Fen poussa un cri de surprise, n'ayant aucune idée de ce que c'était. Yefan y réfléchit, sachant que l'entrée du jardin spirituel devait être proche. Il ne comprenait pas comment le grand seigneur du ciel pouvait oublier les restrictions de la formation. Yefan comprit alors pourquoi il n'avait rien senti pendant ses recherches. Un cristal de restriction de formation se trouvait à proximité. Devant lui apparut une restriction à 7 étoiles qui entourait les montagnes et la forêt dense environnante. Il aperçut alors un petit ensemble d'étoiles au nord, dans la louche du ciel boréal, et un seul faux pas pourrait anéantir tous ses efforts passés. Yefan expliqua que la restriction était basée sur 7 étoiles et puisait son énergie dans les montagnes et les forêts. Ainsi, elle pouvait modifier l'environnement et perturber l'esprit des personnes, les empêchant de quitter la zone interdite. Han Fen n'arrivait pas à suivre le rythme pour noter toutes les nouvelles informations. Yefan supposa que Tianshu devait se trouver ici, à 7 pas à l'ouest. Selon cette logique, une matrice de 7 étoiles peut être formée. À ce moment-là, le mur a soudainement bougé. Han Fen réalisa soudain que le maître tentait de briser la restriction en activant les 7 étoiles. Yefan expliqua qu'il les avait déjà tous trouvés et qu'il pouvait poursuivre. Il ne comprenait pas comment Yefan pouvait connaître des informations aussi anciennes. Yefan expliqua que, dans sa vie antérieure, tout le monde possédait cette information, il n'y avait donc rien d'exceptionnel à cela. D'après l'apparence du jardin, il en déduisit qu'il devait être l'œuvre d'un génie. Il souhaiterait rencontrer une telle personne à la fin de l'ère du Dharma sur Terre, ce qui serait de bon augure. À ce moment-là, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Un couteau vola vers lui et lui effleura la joue. Le couteau s'est planté dans l'arbre devant lui. Derrière lui se trouvait l'homme qui avait pris Han Fang en otage. Yefan a eu un sourire narquois, ne s'attendant pas à cette attaque surprise. L'homme exigeait des réponses, ne comprenant pas comment il savait comment lever la restriction. Sa main s'illumina soudain. Il débordait d'énergie. Son regard était sauvage et il voulait savoir d'où il venait, sinon il les tuerait.
Yefan était convaincu que personne au monde n'était digne de le menacer. L'étranger lui sourit, confirmant que Yefan ne manquait certainement pas de talent, puisqu'il avait pu atteindre si rapidement le 8e stade de la formation corporelle et tuer le lézard. Il serra le poing, indiquant qu'il possédait lui-même un niveau élevé de connaissances corporelles et que leur pouvoir était au loin d'être égaux. L'homme proposa de régler les choses pacifiquement, car il voulait connaître le secret de la constellation, sinon il allait disperser ses restes dans toute la forêt. Yefan reconnut immédiatement la main du singe qui fendait le monument, ce qui signifiait que ses paroles concernant la grande étape de transformation n'étaient pas un mensonge. Il décida d'attaquer le premier car Han Fen était aux mains de l'ennemi et il devait lui infliger de sérieux dégâts avant que ce dernier ne connaisse sa véritable force. Une lumière vive apparut dans sa main lorsqu'il utilisa le sceau de l'étoile unique. Il activa la réception, mais cela ne fit que faire rire l'étranger. L'homme a répondu à cette technique par un coup de poing. Son poing disparut soudainement dans les airs. L'étranger ouvrit les yeux sous le choc sans comprendre ce qui s'était passé. Yefan utilisa immédiatement le sceau stellaire sur lui. Le garçon réalisa que le sceau de son dharma avait traversé son puissant bras de singe. Il comprit qu'une seule attaque suffirait à le blesser gravement. L'homme sortit soudain d'une cloche et se mit à la faire sonner. La cloche vola vers l'ennemi. Yefan sourit, sachant que la destruction du trésor magique n'arrêterait pas son attaque. Il lui a envoyé des papiers contenant un sortilège. Et à ce moment-là, Yefan a explosé. L'homme n'a pas eu le temps de réagir à son attaque, et une épaisse fumée l'enveloppa. Cela le fit tomber au sol, se plaquant contre un arbre. L'étranger voulait savoir qui se tenait devant lui, car il était au 8e stade de la transformation corporelle, mais sa vitesse était bien supérieure à la sienne, et il possédait également des talismans et le sceau du Dharma. Yefan a démontré que son expérience était incomparable. Mais le seigneur immortel tenait à la vie humaine, aussi lui ordonna-t-il de disparaître, et alors il l'épargnerait. Yefan se tourna vers Han Fang, mais il allait presque bien. L'homme se releva, le jugeant trop présomptueux. Il essuya le sang, ne se considérant pas comme un perdant. Ses doigts se mirent soudain à former des signes. L'étranger a utilisé une technique sanglante. Yefan observa la scène en silence. Han Fang était effrayé par cette technique, mais il s'agissait d'un sort simple qui augmentait considérablement la puissance spirituelle et la puissance explosive, et qui consommait 20% du sang de l'utilisateur. Le sort ne dure que 21 minutes, et même s'il finit par l'emporter, il tombera aux pieds de son adversaire à la fin du combat. L'homme ne comprenait pas qui se tenait devant lui, mais il n'allait pas pour autant le laisser partir. Le fou se précipita vers Yefan. Ils ont entrechoqué leurs poings et leur énergie a explosé. Une violente dispute a éclaté entre eux et ils se sont tous deux reniés. Han Fang constata que leur ennemi était compétent et capable d'aller jusqu'au bout, mais son visage lui semblait extrêmement familier. Il se souvint soudain qu'il était membre de la famille Song, originaire de la province de Xiwa. Yefan ne s'attendait pas à ce que la famille Song soit célèbre, mais Han Fen l'avait aperçu lors d'une visite à Mishi, et les Song avaient toujours souhaité affaiblir le pouvoir des grandes familles de Mishi afin de prendre le dessus sur elles. L'homme ne comprenait pas ce qui clochait et regrettait de ne pas s'être arraché la langue sur le champ. Il sourit sans faire le lien entre ses meurtres et sa famille. En cette ère de déclin du Dharma, chaque objet spirituel était un trésor, et il voulait s'en emparer s'il le pouvait. Yefan a rappelé qu'il fallait être capable de le faire. Il s'appliqua le talisman. Et il activa le talisman d'une puissance gigantesque. À ce moment-là, Yefan a sauté du sol. Et il sauta sur l'ennemi, le poing levé. Il a frappé violemment l'homme, qui ne s'y attendait pas. L'ennemi recula de plusieurs mètres, mais il a réussi à retomber sur ses pieds. Il comprit que ses forces étaient encore insuffisantes pour le combat. Il était donc prêt à sacrifier sa vie une fois de plus, et activa la technique sanglante. Yefan lui a saisi les mains. Leurs mains s'entrelacèrent et ils ne cédèrent pas le passage. Mais le type ne comprenait pas comment un cultivateur au 8e stade de formation corporelle l'avait forcé à sacrifier 40% de son essence et lui proposait d'élever son niveau sur le champ. Yefan a simplement acquiescé. Et j'ai décidé de lui montrer la forme de mon corps, puisque c'est ce qu'il voulait. L'homme rit en voyant que Yefan avait cru à sa plaisanterie, car même les génies de Tiansu auraient besoin de 2 mois entiers de réclusion pour atteindre le stade de la grande formation corporelle. Il se moqua de lui, ne croyant pas que Yefan puisse franchir les barrières des royaumes ici même, car alors il serait un souverain immortel. Yefan ferma les yeux et une percée s'opéra. Il apparut soudainement juste devant lui, confirmant ses dires. Yefan l'a frappé. Le garçon remarqua le coup de paume et comprit que Yefan devait posséder le pouvoir du 9e stade de raffinement. Yefan sentait que ses forces étaient encore insuffisantes. Il ne comprenait pas pourquoi la force de son adversaire augmentait, alors qu'il était au 8e stade lors de leur rencontre, et peut-être pouvait-il réellement traverser les royaumes sur place. Yefan ferma les yeux. L'homme comprit qu'il devait l'éliminer immédiatement,
sinon il causerait beaucoup de problèmes à l'avenir. Il ne voulait même pas lui laisser la chance de continuer à cultiver, alors il lui a sauté dessus. Yefan se tenait calmement et respirait. À ce moment-là, il se téléporta de l'autre côté, esquivant le coup. Yefan commença à marmonner, tout en esquivant les coups de l'ennemi. Il continua à marmonner jusqu'à ce que le garçon ne comprenne plus rien. Han-Fong observa leur combat tandis qu'un tourbillon rouge se formait et que Yefan volait dans les airs. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait devant lui une technique de cultivation qui ressemblait davantage à un art martial. L'homme avait apprécié son tour de passe-passe, mais il le voulait quand même mort. Une seconde plus tard, Yefan était déjà sur ses épaules. Il expliqua que la plupart des pratiquants de l'ère de la fin du Dharma n'avaient pas reçu les véritables enseignements et qu'ils pensaient souvent que la formation du corps consistait à polir les muscles, les os et la peau jusqu'à les durcir. La bouche de Han-Fong s'ouvrit sous le choc, lui non plus n'en revenait pas. Mais en réalité, le chemin le plus court vers la maîtrise de l'art de la posture corporelle est la relaxation, surtout dans les moments critiques. Seul le calme dans une situation désespérée peut prouver que l'on a pleinement maîtrisé les fondements de la posture. Yefan a ainsi atteint le sommet de la maîtrise de la posture corporelle. L'homme hurla de rage et de désespoir. Il s'approcha aussitôt de Han-Fong et lui demanda s'il avait observé les mouvements. Il les avait observés mais s'excusa de sa stupidité, car il n'avait pas compris les principes de ses propres mouvements. Yefan avait tout compris et comptait lui révéler de profonds secrets une fois qu'il aurait atteint un niveau suffisant. L'homme les regarda avec colère, ne comprenant pas comment un homme avait pu pénétrer dans le royaume sous ses yeux. Il était convaincu que personne dans toute la province de Xiwa ne pouvait lui être comparé, à l'exception de son grand aîné de secte. Il paniqua, craignant de mourir sur le champ. Yefan posa la main sur son épaule, sans comprendre où il se précipitait. Han-Feng reconnut la secte fantôme du monde souterrain. La secte opérait en secret, et lui-même n'en savait pas grand-chose, mais il avait entendu dire que c'était l'une des sectes les plus influentes. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la famille Song et la secte fantôme du monde souterrain étaient étroitement liées, et à en juger par son comportement, c'était vrai. Il le prit par la capuche, proposant au maître de l'emmener chez les Mishi pour aider les 4 grandes familles à identifier leur principal ennemi. Yefan lui demanda de ne pas se précipiter, car il avait une meilleure idée. Il a utilisé la technique spirituelle de la confusion. L'homme s'est soudainement réveillé et a hurlé de peur. Il tomba brusquement à genoux, reconnaissant sa puissance et implora sa pitié. L'homme a serré la jambe de Yefan dans ses bras, promettant de ne parler de leur rencontre à personne. Yefan regrettait d'avoir tué quelqu'un au stade de la grande formation corporelle. Il a accepté, demandant à ce qu'on le laisse partir et qu'ensuite il travaillerait pour lui. Yefan sourit, le prenant en défaut sur sa promesse. Il claqua des doigts, et puis l'homme fut lié par des anneaux spirituels. Yefan décida de faire la démonstration de la technique secrète de sa secte et avertit que si quelqu'un les écoutait aux portes, il devait partir rapidement. Il comprit que l'observateur avait décidé de ne pas partir. Il se téléporta donc juste derrière le poursuivant, se demandant qui l'avait envoyé. L'homme a immédiatement eu peur et l'a supplié de ne pas le tuer. Il le jeta brusquement du haut de l'arbre, croyant qu'il était trop tard pour l'épargner. Le garçon tomba aussitôt à genoux devant Han-Fong. Yefan lui présenta leur nouveau sujet d'expérience afin qu'il puisse agir. Il lui a partagé sa méthode de culture afin que l'élève l'apprenne. Han-Feng a reçu les informations et a tout compris. Elle poussa un cri strident, et ses mains se couvrirent de feu. Le garçon tenta de le renier, pris de peur, mais Yefan le retint fermement. Han-Fong tordit ses mains, provoquant l'apparition d'un tourbillon de feu. Il resta suspendu dans les airs et Yefan le félicita malgré son impolitesse. Yefan lui présenta la technique de la paume de la flamme du dragon et lui suggéra de la pratiquer davantage à leur retour, mais pour l'instant, il devait là partir. Il traîna la carcasse ligotée derrière lui. Ils franchirent sur le portail et un magnifique jardin apparut devant eux. Yefan savait qu'il serait là. Han-Feng ne comprenait pas ce que c'était. Il lui montra une plante spirituelle appelée fleur de marionnette qui constituait la matière première principale pour la fabrication de la pilule de marionnette de second niveau. Et grâce à une telle pilule, il pourra contrôler cet individu dès les premières étapes de la formation de son corps, le soumettant ainsi. Il appuya brusquement son doigt sur son front. Yefan avait aspiré son âme pour créer la pilule de la marionnette, mais il avait décidé de ne pas encore enseigner cette méthode à Han-Fong, car elle était trop difficile. Il leva les mains, commençant à mélanger les ingrédients pour la pilule. Han-Fong n'arrivait pas à croire que le maître avait franchi plus de 2 niveaux en une seule journée et qu'il créait si facilement une pilule de 2e qualité. Une pilule de marionnette de second niveau apparut dans la main de Yefan. Il a brutalement saisi le visage du type et lui a fait avaler une pilule. Et à ce moment-là, une tache s'illumina sur son front. Il s'effondra aussitôt aux pieds de son maître. Yefan lui ordonna de soigner ses blessures et de retourner auprès de la famille Song, comme à son habitude. Maintenant qu'il était devenu sa marionnette, il pouvait obtenir des ressources auprès d'autres familles et s'informer.
À ce moment-là, il était déjà temps pour eux de rentrer chez eux, mais le téléphone sonna. Ils ont commencé à crier au téléphone qu'il y avait des problèmes. Remettre le rapport mensuel au président Yes. À ce moment-là, Yefan, venu se renseigner auprès de sa sœur, entra dans le bureau. Sa sœur lui a demandé de se calmer. L'article rapportait que plusieurs magazines avaient publié une enquête sur la qualité des produits cosmétiques de Mail.ru. Un examen a révélé que la plupart des produits de l'entreprise ne respectent pas les normes et provoquent des ulcères cutanés. Yefan a immédiatement compris que le problème venait de l'entreprise. Parmi les personnes qui se sont plaintes figurait même la fille du maire, et elle ne l'aurait pas fait intentionnellement, alors quelqu'un d'autre est intervenu. Yefan repensa à la bande de Yeyun, réalisant qu'il l'avait d'abord chassé de la famille et qu'ils essayaient maintenant de s'en prendre à sa sœur. Elle ne disposait encore d'aucune preuve et souhaitait d'abord régler le problème avec la fille du maire. Yefan lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a réussi à préparer plusieurs nouvelles potions spirituelles, dont l'une pourrait l'aider. Sa sœur ignorait tout de ses talents de préparatrice de potions spirituelles, mais il lui demanda simplement d'attendre. 3 jours plus tard, il lui apporta une fiole contenant la même potion. Yefan l'a qualifiée de eau naturelle, capable de guérir les cicatrices, les ulcères et même les rides, donnant à la peau une apparence plus jeune. Sa sœur lui a même promis de ne plus l'intimider s'il parvenait réellement à créer un tel produit. Elle laissa tomber une goutte sur son doigt. La pièce se remplit soudain de pétales de rose. Elle a appliqué le produit sur sa peau, et elle fut immédiatement envahie par un sentiment. Sa sœur voulait savoir où il s'était procuré une telle potion. Yefan a expliqué qu'il l'avait fabriquée lui-même et a promis de partager la formule plus tard, mais a proposé de commencer la production immédiatement. À ce moment-là, quelque chose a été chuchoté à ma sœur. Elle a hurlé en apprenant que le maire de Misha souhaitait la rencontrer ce soir-là. On lui a dit que le maire la recherchait à cause de problèmes avec sa fille, mais grâce à sa potion, ils ont été sauvés. Yefan était confiante, mais elle décida d'assister à la réunion en tant que représentante de l'entreprise. La sœur doutait qu'ils puissent faire face à tout, car l'entreprise avait rencontré de nombreux problèmes. Yefan comprit qu'ils auraient besoin d'une chaîne de production indépendante, d'un système de sécurité strict et d'autres choses encore. Le budget de l'entreprise était limité et elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour faire tout ce qu'il avait mentionné. Yefan lui a immédiatement tendu une carte avec un solde de 30 millions pour régler tous ses problèmes, tandis qu'il s'occupait du reste. Elle ne comprenait pas d'où il tirait autant d'argent, mais Yefan savait qu'il n'était pas inhabituel pour lui d'être à court d'argent. Il s'est avéré qu'il avait volé le portefeuille d'U Yangming à la secte, sans s'attendre à y trouver autant d'argent. Sa sœur estimait qu'il avait gagné en maturité depuis son départ de la famille, elle lui confia donc la rencontre avec le maire. Anfang commença à supplier qu'on l'emmène à la réunion. Yefan lui proposa un marché. S'il parvenait à atteindre le 3e stade de la formation corporelle avant son départ, il l'emmènerait avec lui. Il a accepté son argument. Ils arrivèrent à la résidence privée de la famille Mi. Yefan expliqua que le maire actuel était le chef de la famille Mi, et qu'il était désormais clair comment ils avaient intégré les rangs des 4 grandes familles. Ils commencèrent à pénétrer dans leur manoir et Anfen sut que le maire était considéré comme un génie du siècle en cours. Hanfen a déclaré que le maire avait éveillé son énergie spirituelle à l'âge de 8 ans, qu'à 16 ans il avait atteint le stade avancé de la formation corporelle et qu'à 30 ans il était déjà devenu un expert du stade initial de la formation. Mais il ne pouvait toujours pas rivaliser avec Maître Yefan. Ils s'approchèrent de la table et il reconnut immédiatement les représentants de la société de routage. Le maire se tenait devant eux, un verre de vin rouge à la main. Yefan lui tendit la main pour la serrer et se présenta. Il la salua en se présentant comme Mi Tianqiu. Les garçons se serrèrent la main et ressentirent cette force. Un vortex d'énergie spirituelle se forma autour d'eux. Les aliments qui se trouvaient sur la table ont commencé à s'élever dans les airs. Tianqiu n'arrivait pas à croire que, entre les mains de cet homme, son énergie spirituelle s'était tout simplement évaporée. Il avait l'impression que l'homme devant lui était au stade intermédiaire. À ce moment-là, la petite fille du maire apparut à la porte et demanda la permission d'entrer. Tianqiu lui donna la permission d'entrer dans la pièce. Elle observa les inconnus, supposant qu'ils travaillaient pour une entreprise de cosmétiques. Tianqiu ne comprenait pas pourquoi Madame Yemei n'était pas venue en personne, mais Yefan devait également connaître les raisons de cette réunion. Il souhaitait donc savoir comment il comptait aider sa fille. Yefan a suggéré d'utiliser de l'eau naturelle. Le maire a appris des médecins que la blessure au visage de la victime était incurable. Yefan leur a suggéré d'essayer, et si cela ne fonctionnait pas, il était prêt à leur céder la société Meili. Le maire commença à appliquer le produit sur le visage de sa fille, et à cet instant précis, la tache disparut. Le maire était complètement sous le choc et aurait souhaité pouvoir acheter chaque exemplaire de ce produit. Yefan expliqua que sa mission consistait uniquement à livrer un échantillon d'essai et que la production en série n'avait pas encore commencé. Le maire était surpris que cela puisse être produit en masse. Tianqiu serra soudain le poing et voulut frapper. Yefan fut surpris, ne s'y attendant pas.
Mais il parvint rapidement à serrer le poing. Il a rapidement rejeté le maire sur lui. L'homme a réussi à retomber sur ses pieds. Il a sauté brusquement du sol, activant la technique. Le maire lui a sauté dessus et lui a donné un coup de pied. Mais Yefan l'a frappé auparavant, le faisant voler en arrière. Il a suggéré de tout demander directement s'il s'intéressait tant aux compétences. Tianshu avait entendu dire que le jeune frère de Yemei n'était qu'un enfant gâté et dépensier qui avait gâché sa vie, mais ses compétences disaient le contraire. Yefan a expliqué qu'il avait changé depuis longtemps et qu'il avançait désormais pas à pas vers le succès. Le maire s'intéressa à ses propos et douta que Michi est un rival de taille. Yefan a continué à parler du produit et de sa production de masse, rendue possible par sa capacité à préparer d'innombrables remèdes spirituels. À ce moment-là, la fiole qu'il tenait à la main se brisa. Il lui a proposé sa coopération si le maire était intéressé. Yefan avait entendu dire que la famille Mi possédait une source sacrée et souhaitait s'en emparer. En échange, il proposait 40% des ventes de thé au naturel. Tianshu estima que le prix du marché était d'environ 10 millions de yuan pour 100 millilitres de produit, ce qui impliquait une production annuelle supérieure à 200 millions. Grâce au soutien de Yefan, la famille Mi pourrait ainsi concurrencer la famille Cheng Jitian, leader du secteur pharmaceutique. Il accepta donc l'offre. Ils se serrèrent la main, espérant une coopération fructueuse. Plus tard, ils sortirent enfin du bâtiment et Han Feng était terriblement somnolent, au point que Yefan regretta de l'avoir emmené avec lui. Le chauffeur se tenait devant la voiture sur ordre du maire, qui lui avait demandé de raccompagner les invités chez eux. Yefan voulait accepter l'offre avec joie, mais il fut interrompu par une voix forte. Muloluo, dont le père souhaitait le rencontrer, apparut à ses côtés. Yefan ne s'attendait pas à une telle proposition. Mais elle l'invita dans la famille Mu, attendant une réponse. Il avait complètement oublié que malgré la puissance de la famille Mi, la famille Mu restait la famille dominante parmi les 4 familles influentes, et il n'avait donc aucune intention de refuser une telle hospitalité. Luoluo l'appela pour qu'ils montent dans la voiture. Ils montèrent dans la voiture où se trouvait leur majordome. Yefan ne comprenait pas pourquoi la famille Mu avait besoin de lui si soudainement. Luoluo sirota lentement sa boisson et décida de tout expliquer. Plusieurs membres importants de la famille Mu ont été attaqués. 2 d'entre eux ont été tués et d'autres grièvement blessés. Ils ont même réussi à l'attaquer juste devant chez elle, mais le chapelet bouddhiste de Yefan l'a sauvé. Il comprit que la famille Mu était en grande difficulté et suggéra de faire appel à des experts pour la phase finale de la formation du corps. Mais ces derniers jours, la famille Mu avait déjà perdu 2 experts, et si elle ne s'occupait pas de l'ennemi maintenant, les pertes ne feraient que s'accumuler et son avantage par rapport aux autres diminuerait. Yefan avait tout compris, et même après tant d'efforts, la famille Mu ne connaissait toujours pas le visage de son adversaire. Il était certain que la secte fantôme des enfers était impliquée. Il lui expliqua que si elle voulait des talismans protecteurs de sa part, il n'en avait presque plus. Mais il possédait un atout défensif de haut niveau, capable de résister à une attaque de courte durée d'un expert en formation corporelle. Cela permettra également d'amortir le choc d'un cultivateur novice. Luoluo s'exclama de joie, affirmant que cela pourrait l'aider et que si elle le donnait à son père ou à son grand-père, cela leur donnerait un avantage considérable au combat. Yefan commença à demander ce que la famille Mu était prête à échanger contre ce talisman. Il a entendu parler de leur arbre spirituel. Luoluo comprit qu'il parlait de l'oranger de feu, mais elle ne pouvait pas prendre de telles décisions. Ils arrivèrent finalement à destination. Elle ne comprenait pas pourquoi il était sorti. Ils furent accueillis par le père de Luoluo, Mu Tianye, qui souhaitait la bienvenue à un invité aussi distingué. Il réalisa immédiatement qu'il s'agissait de ce même Yefan qui se tenait devant lui. Ils se sont serrés la main. Le père avait également entendu parler de Yefan, car sa fille l'admirait. Yefan commença à parler de l'oranger de feu qu'il voulait voir. Luoluo commença à murmurer quelque chose à l'oreille de son père. À ce moment-là, il était sous le choc. Tianye accepta, l'invitant à le suivre. Ils arrivèrent au jardin spirituel de la famille Mu, où se dressait un arbre magnifique et immense. Yefan toucha sa bûche, sentant qu'elle avait été bien entretenue. Le père proposa de montrer en échange le talisman protecteur de seconde classe, car l'arbre lui convenait. Il sortit aussitôt le talisman pour le montrer. Tianye était satisfait de ce qu'il voyait. Tous deux étaient satisfaits de l'accord, et Yefan souhaitait finalement emporter l'arbre. Il lança un sort, commençant à le lui enlever. Des langues de flammes jaillirent de ses mains. L'arbre était entouré par les flammes de sa réception. Il frappa dans ses mains sèchement. À ce moment-là, l'oranger disparut de son emplacement. Tianye reconnut immédiatement la technique de l'univers, qui était l'art des immortels, pratiqué uniquement dans les cieux ou au-delà. Yefan s'apprêtait à partir maintenant que l'affaire était conclue, mais Tianye voulait d'abord le présenter à son père. Il se retourna et fut surpris. Le chef de la famille Mu, Mu Qingmo, apparut devant lui et fut stupéfait par le jeune homme. Il y a quelques jours, Han Fen m'a parlé de la famille Mu. 3 générations vivaient sous le même toit.
Mu Qingmo avait plus de 100 ans et sa force était à son apogée au stade de la formation corporelle. Son fils Tianye était à un stade avancé de ce stade, et c'était eux qui subvenaient aux besoins de la famille Mu. Ye Fan ressentit immédiatement la vitesse maximale de la formation corporelle. Il fut surpris de la facilité avec laquelle le chef de la famille Mu avait tout dissimulé. Le vieil homme, émerveillé par sa perspicacité, lui demanda de garder le secret, de peur que d'autres ne découvrent sa percée. Mais il a répondu en s'enquérant de sa force. Ye Fan décida de ne pas mentir, puisqu'ils étaient rapassés aux révélations. Un vortex se forma soudain autour de lui. Il a tout détruit autour de lui, y compris tous les membres de la famille Mu. Il ne pouvait même plus tenir debout à cause de la force du vent. Tianye n'arrivait pas à croire que la force de Ye Fan avait déjà surpassé celle d'un expert en formation profonde. Mu Qingmo était terrifié par la jeune génération, et en 100 ans, ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a vraiment ouvert les yeux. Ye Fan sourit, espérant que tout le monde comprenait désormais sa véritable force. Il a admis qu'il était invincible à Mishi. Tout le monde resta bouche bée, sous le choc. Le vieil homme ne contesta pas ses paroles, mais il espéra alors son aide, lui offrant 10 tiges d'herbes médicinales spirituelles de 2e qualité et 30 tiges de 1re qualité en échange de son consentement. Ye Fan réfléchit à cette bonne proposition. Ils se serrèrent la main et conclurent un accord. Luo Luo voulait sans cesse savoir qui était vraiment Ye Fan et si elle pouvait se rapprocher de lui. Un certain temps passa. Anfeng se tenait sur le toit, derrière le jeune homme qui observait la scène et qui rapportait au chef de la secte fantôme du monde souterrain que Ye Fan avait contacté la famille Mu. À ce moment-là, il utilisa la paume de la flamme du dragon pour le frapper. L'homme a réussi à esquiver sur le côté. Il a immédiatement reconnu le 6 de Ye Fan. Les 2 mains de Han Fang brûlaient de brûlure. Il se considérait non pas comme un 6e homme, mais comme un disciple de haut rang, et il allait se venger d'avoir espionné son maître. Ye Fan sortait alors de la voiture. Luo Luo ne s'attendait pas à ce qu'il quitte la voiture si tôt, puisqu'il n'était pas encore arrivé chez lui. Il voulait juste faire une promenade. Elle a transmis les paroles de son père, selon lesquelles il pouvait toujours compter sur sa famille s'il avait besoin d'aide. Ye Fan lui tendit quelque chose. Il s'est avéré qu'il lui avait offert un talisman protecteur. Elle tenait dans ses mains un porte-clés en forme de dragon. Luo Luo reconnut immédiatement le talisman très puissant, sans comprendre pourquoi il le lui donnait. Mais Ye Fan n'était plus devant elle. Elle pressa le talisman contre sa poitrine, éprouvant une sensation agréable. Ye Fan marchait dans la rue sombre en soupirant profondément. À ce moment-là, Han Fen sortit en volant des buissons, s'excusant pour son retard. Après avoir observé les environs, Ye Fan souhaitait obtenir des informations, et Han Fen lui raconta comment il avait découvert l'espion. Il a fait tout son possible, mais ses compétences n'étaient pas suffisantes, alors il s'est enfui. Ye Fan était convaincu que l'énergie spirituelle était toujours concentrée sur l'ennemi, il pouvait donc la suivre. L'énergie jaillit dans le ciel lorsqu'il utilisa le sceau de l'étoile unique. Il a ordonné que l'incident soit signalé à la famille Mu afin qu'elle puisse nettoyer les dégâts. La famille Mu arriva sur les lieux où le corps de l'espion gisait sur l'asphalte. Tianye était choqué que Ye Fan ait réussi à former un partenariat avec les familles Mi et Mu du jour au lendemain, et cela allait constituer un tournant pour tout le pays. Il a promis qu'il s'occuperait de lui bientôt. Plus tard, Ye Fan s'assit dans l'eau du jardin d'herbes spirituelles et se mit à cultiver. Il ouvrit brusquement les yeux et fronça les sourcils. Une immense sphère d'eau apparut au-dessus de lui. Cette sphère a soudainement éclaté. Ye Fan se releva, satisfait du résultat. Il avait atteint avec succès le stade des fondations. Le corps avait atteint les fondations, et il ne restait plus qu'à accumuler le ki spirituel. Alors qu'il survolait la ville, il remarqua une jeune fille à la porte. Il descendit immédiatement au sol. Ye Fan a réussi à la rattraper avant qu'elle ne perde connaissance. Plus tard, la jeune fille ouvrit lentement les yeux et Ye Fan remarqua qu'elle s'était réveillée. Elle avait beaucoup de questions sur cet inconnu et sur l'endroit. Ye Fan lui avait promis de ne pas lui faire de mal, car il l'avait seulement aidé à se relever après un malaise dans la rue. Il s'était déguisé auparavant, ne sachant pas comment la regarder dans les yeux. Il se présenta comme Yan Fan et expliqua qu'il se trouvait au domaine de la famille Han. La jeune fille le remercia de son aide et se présenta comme Murong Yu. Il y avait du bouillon de poulet sur la table pour la réconforter. Ye Fan se demandait pourquoi elle avait soudainement perdu connaissance dans la rue. Elle a admis que sa famille l'avait mise à la porte et qu'elle n'avait nulle part où aller. Ye Fan y réfléchit, réalisant qu'il en était peut-être la cause. Murong Yu appréciait beaucoup le goût du bouillon, mais c'était un aliment spirituel qu'il préparait lui-même, auquel il ajoutait un élixir de premier ordre. Il lui a suggéré de rester là puisqu'elle n'avait nulle part où aller, afin qu'elle puisse se rétablir. Mais il ne lui a pas proposé de l'héberger gratuitement, car elle devrait tout de même participer aux tâches ménagères. Ye Fan a appelé brusquement Mu Tianye.
Il a déclaré qu'après avoir tué cet espion, les ennemis ont commencé à perdre patience et qu'ils auraient bien voulu attaquer les premiers, mais qu'ils se cachaient mais trop bien. Le vieil homme expliqua qu'ils avaient un plan pour les attirer. Ils voulaient organiser un tournoi pour recruter des combattants et faire croire qu'ils cherchaient des gens. Et ils ont déjà réussi à mordre. Yefan a promis d'arriver bientôt. Il arriva à l'arène du tournoi d'arts martiaux. L'organisateur annonça que les 20 meilleurs combattants du tournoi seraient éligibles pour rejoindre la famille Mu, chacun recevant un minimum de 5 millions. Plus le classement était élevé, plus la récompense était importante, et le vainqueur recevrait une pilule d'immortalité de premier rang. Yefan remarqua immédiatement dans la foule leurs invités indésirables, qui étaient des maîtres de trempe corporelle de 9e niveau. Le présentateur a annoncé le début du combat. Les combattants se sont livrés à un combat acharné sur scène. Les uns après les autres, ils sont montés sur le ring pour se battre pour une place. L'espion entra dans l'arène face aux combattants et fut immédiatement reconnu comme l'un des 10 anciens de la famille Xiao. Yefan a été très surpris par cette information. Il repoussa l'ennemi d'un seul point, ne s'attendant pas à ce que ce soit si facile. Le garçon se mit à condamner bruyamment les combattants de la province de Xiwa, estimant que même les enfants de Donghai s'étaient débattus avec plus d'acharnement. On lui a conseillé de modérer son ardeur. L'homme monta sur le ring face à lui et fut projeté dans les airs tandis que l'espion continuait de l'insulter. Il se mit en colère, bien décidé à remettre ce chiot insolent à sa place. L'espion sortit son épée, qui dégageait une aura violette. Les spectateurs reconnurent Monsieur Zhu, qui allait sans aucun doute écraser le gamin sur le ring. Et même Yefan admirait le vieil homme. Il projeta l'épée vers lui en utilisant un sort de feu, une flamme explosive. Mais l'homme a répliqué avec l'art du tueur fantôme. Il repoussa donc facilement son attaque. Yefan comprit que sa lame contenait des âmes et avait sans aucun doute été créée grâce à des sacrifices de sang. Par conséquent, le vieux Xu allait perdre. L'espion continua à interroger le vieil homme. Il était déjà essoufflé. L'homme l'a immédiatement remarqué et a décidé de porter le coup de grâce. Le vieux Xu était choqué de constater que le garçon avait encore la force de porter un second coup, ce qui signifiait qu'il était en train de poser les bases. Son bouclier fut inefficace et l'âme faillit l'attaquer. Le rayon de feu la détruisit, et la bataille s'acheva par sa défaite. Yefan, qui avait décidé de devenir son prochain adversaire, s'est précipité sur scène. L'homme l'a sous-estimé et a immédiatement commencé à l'insulter. Il pointa aussitôt son épée sur lui, utilisant la technique de l'assassin transparent, une double frappe. Personne ne pouvait croire que cet homme avait lancé 2 attaques meurtrières simultanément. Yefan utilisa passivement le sceau de la première étoile. Ses âmes s'envolèrent loin de son rayon. Et ce rayon transperça son épée, ce à quoi il ne s'attendait absolument pas. Il voulait savoir exactement qui il affrontait. Yefan s'est simplement présenté en donnant son nom. Le public fut immédiatement choqué d'apprendre le nom de l'héritier qui avait été chassé de la famille Ye, mais il fut surpris par sa force. Yefan voulut alors connaître l'identité de son adversaire. Il fit craquer ses doigts, regrettant que l'ennemi n'en soit qu'au stade initial de la pose des fondations. L'espion fut stupéfait de ne pas voir Yefan devant lui. Mais soudain, il aperçut un point à côté de lui. Yefan lança une attaque soudaine qui fit tomber l'ennemi de l'arène. Le vieil homme regardait cela avec stupeur. Aucun des spectateurs ne pouvait regarder un tourbillon aussi puissant. L'espion ne comprenait pas de quel genre de magie il s'agissait. Yefan n'a utilisé aucune magie, c'était juste un simple coup de poing. Le garçon jeta sa lame brisée, ne se considérant pas encore comme un perdant. Une énorme bête violette apparut devant lui. Yefan attendit finalement que son adversaire se décide à utiliser ses poings. Il prépara donc son poing enflammé pour le frapper au visage. Il décocha soudain un coup violent. Mais devant lui, il n'y avait que du brouillard. À ce moment-là, une silhouette apparut devant lui. L'espion hurla, utilisant l'art du tueur fantôme, l'apparence d'un spectre. Soudain tous furent saisis par le feu et la folie. Yefan eut un sourire narquois, ne s'attendant pas à ce qu'il joue un atout. Il utilisa de nouveau la technique de la lame de sang, tentant de l'attaquer. Yefan a décidé de mettre fin à cette farce. Ses pieds quittèrent le sol. Un tourbillon de feu s'enroulait autour de lui. Il ferma les yeux et se concentra sur le sceau de la 2e étoile. Une sphère commença à se former dans ses mains. Sa lumière aveuglait tous ceux qui l'entouraient. Le vieil homme ne comprenait pas quel genre de pouvoir monstrueux était contenu en Yefan. Les familles le prenaient pour une divinité incarnée. L'espion ne pouvait résister à une telle puissance. L'attaque a creusé un immense cratère dans le sol, et un corps gisait au sol tandis que Yefan célébrait sa victoire. Son ami s'est approché de lui pour prendre de ses nouvelles. Mais à ce moment-là, une immense main verte surgit du sol. C'est le vieux Mu qui l'attrapa, n'ayant pas l'intention de laisser filer les imposteurs aussi facilement. Il utilisa l'art du bois et le forgea de sa main. Il était contraint, mais il commença à utiliser des techniques spirituelles. Alors Yefan s'approcha, ne voulant pas le laisser s'échapper. Il plaça aussitôt sa paume contre sa poitrine. Le vieil homme descendit, sans comprendre pourquoi Yefan l'avait tué.
Mais il estimait qu'un seul prisonnier suffisait. Il posa sa paume sur son autre sein. Ye Fan lui a seulement demandé des réponses concernant son identité. Il regarda son ami à côté de lui, qui gisait inconscient. L'homme se présenta comme le petit-fils du grand aîné de la secte des fantômes, Mo Yu. Ye Fan sourit, réalisant que la secte des fantômes apparaissait de plus en plus souvent. Il décida de les interroger directement sur les plans de la secte fantôme visant à détruire la ville. Mo Yu fit semblant de ne pas comprendre ce qu'on lui demandait. Les yeux de Ye Fan s'illuminèrent soudain d'une lueur violette lorsqu'il posa à nouveau la question. Sous hypnose, Mo Yu donna une réponse complète. Il voulait détruire la ville pour attaquer la famille Mu, car celle-ci empêchait la secte de prendre le contrôle de la province de Xiwa. L'ancien chef de famille, Mu Qingmo, avait disparu après avoir atteint le sommet de sa maîtrise corporelle. La famille Sun, qui était sous leur influence, pensait que la famille Mu avait recruté un maître du stade fondateur, ce qui menaçait leur position, d'où leur ordre. Ye Fan comprit alors que les 3 grandes puissances de la province de Xiwa n'étaient que des pions. Le vieil homme ne s'attendait pas à ce que ces sectes s'y soient si profondément enracinées. Il commença à s'enquérir de l'emplacement de la secte et de la puissance de leur grand aîné. Mo Yu expliqua que leur base était cachée dans les monts Xixing et que son grand-père, au 8e niveau de fondation, était le plus puissant de la secte. Cette information a choqué tout le monde, mais Ye Fan était déçu que le plus fort de la secte n'ait atteint que le 8e niveau de fondation. Ces informations lui suffisaient, et il tendit la main pour les saisir. Le rayon le transperça soudainement de part en part, le faisant cracher du sang. Le vieil homme craignait que Ye Fan ait tué le petit-fils du grand ancien, mais il n'avait pas peur de lui, et maintenant qu'il connaissait les plans de la secte, la famille Mu se devait d'agir. La famille Mu se trouvait actuellement dans une situation désavantageuse, car même sa force suffisait à peine à atteindre le 1er niveau de création de la fondation. À ce moment-là, le grand ancien de la secte des fantômes était déjà parvenu à la phase avancée de cette même phase. Il se tourna vers Ye Fan, réalisant qu'il avait déjà un plan en tête, et lui demanda de le guider sur le bon chemin. Ye Fan leur a demandé de détruire la famille Sun à Xiwa, puis de rejoindre la secte de l'épée d'or ou la secte du mystère pour contenir la secte du fantôme. Pendant ce temps, dans la salle de la secte fantôme, la tablette de vie du vieux Ming et celle du jeune maître Mo Yu furent brisées. Le vieil homme alla aussitôt rapporter cela au grand sage. Un cri retentit dans le temple et il ne pouvait croire que son cher petit-fils était mort. Le vieil homme était furieux, voulant savoir qui avait fait ça et allait réduire le meurtrier en poussière. Le vieux Mu approuva l'idée de Ye Fan, car la destruction de la famille Sun leur permettrait de rejoindre les 3 grands clans Xiwa. De plus, une alliance avec une secte de la lumière leur assurerait un soutien indéfectible, et la secte du fantôme renoncerait à toute attaque. Ye Fan ambitionnait d'atteindre le stade des fondations afin de n'avoir à se soumettre à personne, mais il manquait de ressources pour cultiver son énergie. Si son corps et son esprit atteignaient le stade initial des fondations, il pourrait aisément vaincre l'ennemi aux stades ultérieurs. Le vieil homme s'approcha de lui et lui parla d'une vente aux enchères secrète dans la capitale de la province de Xiwa où l'on pouvait trouver des pierres tant spirituelles. Ye Fan sourit, prévoyant de visiter la capitale. Il m'a conseillé d'aller à la vente aux enchères tunisiennes et d'emmener Loulou avec moi, qui connaissait très bien toutes les règles. La famille Mu le remercia sincèrement de son aide. Sans elle, elle n'aurait peut-être pas survécu à la crise. Il souhaitait que Loulou épouse Ye Fan, afin de sceller à jamais l'union de leur famille. Les gars dans la rue discutaient du fait que le premier maître de la ville de Mishi était l'ancien héritier de la famille Ye, et qu'il avait à lui seul anéanti les envahisseurs de la phase de fondation qui avaient attaqué la famille Mu. On lui a parlé de Ye Fan, qui avait tué 2 maîtres de la fondation d'un seul coup, sans même les poignarder dans le dos. Ye Fan rentra finalement chez lui à ce moment-là. Il a été rencontré par Murong-yu alors qu'il racontait son voyage de retour. Elle a été chassée par la famille et s'est retrouvée à la rue sans argent, et le fait qu'elle ait accepté de vivre chez un inconnu montrait à quel point elle ait été désespérée. Lors de la réunion, Ye Long fut chargé de l'entière responsabilité de la situation. L'apparition soudaine de Ye Fan bouleversa l'équilibre des pouvoirs dans toute la ville, voire dans la province. Et si les rumeurs parviennent aux oreilles de Ye Kang, elles prendront fin à coup sûr. L'homme sourit, sachant que Ye Fan avait déjà atteint le sommet, et que même le chef de famille n'aurait pas la force de rivaliser avec lui. Personne ne pourrait donc arrêter Ye Fan s'il retournait dans sa famille. Ye Long se leva brusquement de sa chaise, furieux contre Jiang Ming, qui essayait de faire de lui un bouc émissaire. Ils attendirent donc qu'il trouve des solutions. Ye Long expliqua qu'il pourrait tuer Ye Kang furtivement. Jiang Ming pensait qu'il n'était qu'une bande de faibles au 8e niveau de préparation corporelle et que Ye Long, qui avait à peine atteint le 9e niveau, voulait tuer Ye Kang qui était au sommet du 9e niveau.
Yelong n'arrivait pas à croire que Yefan, à lui seul, ait pu semer le chaos dans la ville. Vu l'ambiance, il pouvait attaquer à tout moment. Il leur fallait donc fuir. Yefan arriva au donjon alors que personne ne s'attendait à le trouver là. Il sourit, lui rappelant qu'il avait promis de revenir. Le grand-père lui tapota l'épaule, certain que son petit-fils reviendrait. Il voulait savoir exactement ce qui s'était passé pendant tout ce temps. Yefan expliqua qu'il était tombé dans un piège tendu par Yelong et Yetian qui avaient tout planifié depuis longtemps, et que Xiao Hong, qui était au service de grand-père, travaillait également pour eux. Grand-père avait promis de s'occuper des traîtres, mais il voulait d'abord voir Yefan atteindre le stade des fondations. Yefan croisa immédiatement les bras pour montrer. Grand-père devint nerveux en voyant une telle puissance spirituelle. Il s'est écrasé au sol avec une force impressionnante. De là jaillit un immense rayon qui frappa le ciel, que tous ceux qui l'entouraient virent et dont ils pensèrent que le chef de famille avait de nouveau fait irruption. Grand-père comprenait que même lui ne pouvait pas percer la terre jusqu'aux cieux, et il était stupéfait de voir comment il pouvait devenir le maître le plus fort. Il supposa que les anciens de la famille Ye étaient actuellement paniqués et en train de décider comment le gérer, alors il l'appela. Tous deux s'envolèrent dans le ciel. À leur arrivée, la foule s'inclina devant le chef. Grand-père ordonna aux gardes de sonner la cloche ancestrale pour rassembler tous les membres de la famille Yikai sur la place ancestrale, même en incluant tous les anciens de la salle du conseil. Ils furent choqués de voir Yefan revenir auprès de sa famille. La famille salua le chef avec respect, sans comprendre ce que le vieil homme attendait d'eux. Yetian serra les dents de rage en voyant Yefan qui avait eu le courage de revenir. Mais Yefan ne répondit pas et se contenta de les regarder. L'homme lui a sauté dessus avec un poing énorme, furieux d'être ignoré. Yelong hurla, essayant d'arrêter Yetian. Mais il ne put plus s'arrêter et faillit percuter un obstacle. Yefan arrêta son poing d'une main. Sa bouche s'ouvrit sous le choc, figé par la peur. Yefan le jeta d'une main. Yelong s'est rapidement envolé vers Yetian pour le sauver de la chute. Il n'arrivant pas à croire à son terrible pouvoir. Tout le monde resta bouche bée lorsque Yefan parvint à tuer le maître de la fondation et à blesser Yelong d'une seule main. Les gardes saluèrent le chef et le jeune maître à genoux. Il a rappelé que personne n'ose lever la tête sans ordre, car cela était considéré comme une insulte à la dignité de la tête. Il fit donc exécuter l'un de ceux qui avaient osé lever la tête. Yelong se figea de peur en voyant un ancien maître du trempage corporel de 8e niveau se faire tuer si facilement sous ses yeux. Le commandant expliqua qu'il avait été informé du complot ourdi par Yelong et ses complices contre Yefan, et que leur culpabilité avait été prouvée. Il prononça la peine de mort pour le chef, conformément à la loi du clan, et que les autres complices seraient détenus dans une prison d'eau pendant 10 ans. Il était clair pour eux qu'ils n'étaient plus les bienvenus dans la famille et qu'ils devaient fuir rapidement Michi pour se réfugier dans une autre province. Yefan a immédiatement anticipé sa fuite et a pointé un rayon sur lui. Tous deux ont été touchés par une décharge d'énergie et ont percuté le mur. Yefan avait promis que le karma rattraperait tout le monde et il se fichait du reste. Mais il l'a percé pour lui-même et pour Yemei. Yefan voulait se suicider pour cela. Le commandant observa la scène en silence, approuvant ses actions. Yefan annonça qu'il était désormais à la tête de la famille Yun et que l'épuration des anciens était terminée. Il n'avait aucune intention de s'en prendre à autrui, mais il proféra des menaces. Il n'avait aucune intention d'épargner ceux qui nourrissaient de mauvaises pensées. La famille Ye possédait la plus grande forge et comptait parmi les meilleurs artisans d'objets anciens de Michi. Il prévoyait de sélectionner 10 membres du clan et les 5 meilleurs seraient désignés lors du tournoi des forgerons 3 jours plus tard. Un tournoi interne d'arts martiaux serait également organisé à cet endroit où les 5 meilleurs combattants seraient choisis. Seuls ceux qui pourraient prouver leur force pourraient en prendre la place des anciens, et 2 tournois se tiendraient en 3 jours dans la salle des ancêtres. Grand-père le félicita pour son excellent travail et apaisé laissa la famille Ye entre ses mains, se préparant à se retirer profondément pour tenter d'atteindre le stade des fondations. Yefan a rappelé qu'il subsistait un problème non résolu entre eux. Il voulait lui faire promettre quelque chose, lui rappelant que des idées dépassées avaient freiné le développement de la famille pendant des années, et que l'ère du féodalisme était révolue depuis longtemps. Yefan souhaitait que son grand-père cesse de pratiquer la cultivation et descende parmi les gens ordinaires pour observer le monde réel. Grand-père s'envola dans le ciel, accédant à sa requête. Plus tard, il a reçu un appel l'informant qu'une vente aux enchères de Tongtian aurait lieu dans la capitale, Xihua, dans 5 jours. Et cette fois, il devrait y avoir des pierres spirituelles, et même plus que d'habitude. Mais lors des ventes aux enchères de ce niveau, le troc est souvent pratiqué, avec l'échange d'objets de spirituels, d'élixirs ou d'artefacts. Hanfeng proposa d'aider à préparer les objets spirituels, mais il avait déjà tout préparé. Il pensait que les trésors rares qu'il avait pris à la dynastie Ming pour acheter les pierres spirituelles lui suffiraient amplement.
Yefan ramassa rapidement le sac. Il a disposé les objets sur la table en énumérant ce qu'ils contenaient. Il y avait 3 talismans de protection de 2e rang, une pilule de culture de la mère de Ki de 2e rang, 3 pilules de restauration du Ki de 2e rang, 5 pilules de culture de 1er rang et 10 pilules de restauration du Ki de 1er rang. Et jusqu'à 5 ensembles d'herbes médicinales pour la confection de pilules de la mère de Ki. Il était certain qu'une pilule de la mère de Ki, efficace à 75%, pouvait être échangée sans problème. Il supposait que Mo Yu avait rassemblé autant d'herbes pour commander cette pilule. Toutes ces pilules avaient été créées par une seule personne, et il semblerait que la secte des fantômes comptait un alchimiste de talent. Il projetait d'infiltrer la secte pour s'emparer de cet alchimiste. Entre-temps, Yefan décida d'utiliser la flamme terrestre de la famille Ye pour créer des pilules. Il entra dans le temple et fut accueilli par le chef. Une flamme terrestre apparut devant lui, le fondement de la famille Ye. Grâce à elle, la famille put attirer de nombreux forgerons et créer une immense guilde d'artisans. Mais à cause de la cupidité de Yelong, beaucoup sont partis. Aussi, lors du tournoi, il allait sélectionner les meilleurs pour créer des artefacts à échanger contre des ressources spirituelles. Il sortit une pilule brillante de haute qualité. Il se demanda si la flamme terrestre recelait autre chose de précieux et décida d'utiliser son sens spirituel à cette fin. Il a pu découvrir le lotus ardent de la flamme terrestre. Yefan ne s'attendait pas à ce que la famille Ye possède un tel trésor. Il sauta brusquement dans les flammes, et grâce à un bouclier d'eau, il a percé les flammes. Il marchait au milieu de la lave dans une bulle d'eau. Yefan découvrit un granit d'une douceur suspecte, alors qu'à cette température, même les pierres en fondraient. Au loin, il aperçut un esprit gardien. Il vit une fleur spirituelle d'un bleu éclatant. Yefan dirigea un faisceau vers lui. Une grenouille de magma a surgi de la lave. Contrairement aux autres monstres crapauds, elle possède une goutte de sang de dragon de feu qui coule dans ses veines, ce qui lui permet de nager dans le magma aussi facilement que dans l'eau. Une telle grenouille possède assurément un noyau monstrueux dès sa base. Ces noyaux fonctionnent presque comme des pierres spirituelles et peuvent également être utilisés en alchimie. Il se précipita en avant avec l'intention de s'emparer du noyau et du lotus de feu. Le crapaud ouvrit la bouche et une très longue langue apparut. Yefan part à l'attaque d'une frappe de lumière stellaire. Le crapaud a réussi à esquiver son attaque de rayon. À ce moment-là, une sphère bleue fonça sur lui. Il parvint à parer son coup. Le crapaud s'envola du sol et continua de sauter. Sa grande main se tendit vers elle. Et il grimpa directement dans la gueule du crapaud. Le pouvoir spirituel contenant le ki inné est incroyablement bénéfique à une grenouille, comme à toute autre créature. Il décida de la maîtriser avec un tel appât pour s'épargner bien des efforts. Il parvint à apprivoiser le crapaud et à en faire son animal totem, le nommant Ogo. Yefan caressa la grenouille, lui demandant de servir fidèlement et sincèrement, et qu'alors son maître ne lui ferait aucun mal. Il regarda la fleur, la touchant. Yefan a pu obtenir 6 pilules de cultivation de rang 2 pour progresser encore davantage. Il les a bues aussitôt. Il fut immédiatement frappé par le 9e niveau de maturation corporelle. Yefan fut informé que les gardes avaient un tout préparé pour les tournois et que les invités étaient déjà réunis. Ils ne l'attendaient plus que lui. Il se rendit sur la place pour les tournois. L'homme remarqua soudain un animal sur son épaule. Yefan apparut sur les marches de la place principale. Tous saluèrent le dirigeant avec respect. Yefan a remercié les invités de leur visite et a annoncé l'ouverture du tournoi des forgerons et des combattants. Le tournoi des forgerons se déroulera dans la salle de forge et les vainqueurs seront désignés en un seul tour, les 5 meilleurs étant sélectionnés en fonction de la qualité des objets qu'ils fabriquent. Le tournoi de combat se déroulera sur la place des ancêtres et seuls les plus forts des centaines de participants parviendront à se hisser parmi les 5 premiers. Yefan a annoncé le début de la compétition et attendait la publication des résultats. Les anciens se tournèrent vers le chef de la famille Pegshku et, remarquant que les membres de sa famille avaient abandonné leur arrogance et étaient devenus calmes, tous s'étaient fait convaincus que la famille Okji produirait bientôt de nombreux talents. Même s'il était devenu le chef de Yu, il était plus habitué à entendre leurs anciens appels. Il se tourna vers l'aîné Han, le maire et le chef de Mu, leur demandant de rester calmes et promettant de tenir parole. Depuis qu'il en est devenu le chef, la composition de leur alliance de 4 familles devrait également changer. Yefan a annoncé que les familles Ye, Han, Mi et Mu seraient incluses, s'attendant à leurs objections. La famille Ye était un grand clan de la ville de Mishi et comptait parmi ses forgerons les meilleurs de la province. Possédant d'importantes ressources, c'était un grand honneur pour l'alliance d'accepter la famille Ye. Mais l'essentiel était que le chef de famille actuel était Yefan, qu'il fallait maîtriser et faire exécuter ses instructions. Yefan a suggéré de trouver un nom approprié pour l'alliance, et la famille Ye a officiellement adhéré. Un trèfle apparut sur sa main, et comme il y avait 4 familles au sein de l'alliance, il suggéra le nom de trèfle.
Le trèfle à 4 feuilles deviendra leur emblème, et désormais le pouvoir des 4 familles sera concentré dans une alliance sous le contrôle de 4 chefs. Yefan promit que l'alliance du trèfle deviendrait l'une des factions les plus puissantes de la province de Xiwa et qu'ils allaient anéantir la famille du soleil. Ils se levèrent de leur siège, apportant leur soutien aux dirigeants. La famille Tofan a promis d'acheter pour 10 millions de yuan de pilules pour le soutenir. Yefan se souvint qu'il avait simplement voulu leur soutirer des ressources, et que grâce à cela, les autres familles devraient également débourser de l'argent. Ils levèrent tous le poing, et chaque famille était prête à soutenir Yefan financièrement. Il déclara que la prospérité de Misha était le mérite non seulement des 4 familles, mais de tous les clans, et que ce n'est qu'ensemble qu'ils pourraient sans conduire Misha vers un avenir radieux. Yefan s'est approché du chef Fan, lui proposant de partager sa table lors du prochain banquet. Il savait que la famille Tefan était consciente de sa place. Après tout, il s'agissait d'un clan de 3e rang qui avait émergé récemment et leurs actifs dépassaient à peine 200 millions. Mais il ne priverait pas ceux qui le soutenaient. Et à partir d'aujourd'hui, la famille Fan deviendrait un clan de 2e rang. L'Alliance Clover venait d'être créée et Yefan espérait que tous les participants resteraient raisonnables. La réunion était terminée. Pendant ce temps, dans le temple, les subordonnés du chef arrivèrent pour le voir. Ils sont venus rapporter des nouvelles de Yefan et de la famille Mu de Mishi. L'homme lui remit un rapport de leurs espions concernant la nouvelle alliance Clover, où 4 familles s'étaient en Tunis. Et sous leurs yeux, Yefan déclara la guerre à leur famille Son. Le chef ne comprenait pas ce qu'il cherchait à accomplir. Il eut un sourire narquois, prêt à aider Yefan à mourir si tel était son souhait, et ordonna à Shuiqing d'envoyer des hommes à Donghai chercher son frère afin qu'il retourne immédiatement à Xiwa. Et à son retour, Mao allait personnellement accompagner Yefan dans l'autre monde. Yefan a non seulement tué les maîtres de la fondation, mais aussi leur toit, le petit-fils du grand ancien de la secte fantôme et le vieux Ming. Il était submergé par l'angoisse et la peur. Il craignait de ne pas pouvoir y faire face même si le vieux Ming perdait. Il décida de tout rapporter d'abord à la secte des fantômes. Yefan allait donner à chacun l'occasion d'évaluer ses capacités en fonction de ses performances. S'il réussit sans son test, il fera d'eux les maîtres du niveau fondamental. Tous les gars étaient contents et se motivaient en pensant à la façon dont ils allaient s'en percer. Yefan comprit qu'il était temps de partir pour Siwa. Hanfeng reçut l'ordre d'emmener le chef Ye à la tour Tongtian. Sur la banquette arrière, Yefan cultivait son esprit pendant que d'autres organisaient des rencontres pour lui et il pouvait se préparer aux attaques de la secte des fantômes. Ils se sont garés devant un grand bâtiment. Il est temps de se rendre à la vente aux enchères.